Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des psychopathes. Et pour cela, nous allons nous baser sur le livre d'Abigail March intitulé Altruiste et psychopathe. Celle-ci nous dit alors que la psychopathie est un trouble psychique qui enlève au cerveau humain toute capacité de compassion. Elle se caractérise par la combinaison d'une insensibilité aux autres, d'un contrôle de soi limité et de comportements antisociaux comme la manipulation ou la duperie. Tous les psychopathes ne sont pas violents, mais c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Si seulement 1 à 2% des Américains étaient de vrais psychopathes, ceux-ci représenteraient néanmoins près de la moitié des criminels violents. Ils se caractérisent par une tendance à être spontanément agressifs, à perpétrer des actes violents non à la suite d'un emportement, mais d'une manière délibérée et réfléchie. Les gens sont avides des détails concernant les psychopathes. Beaucoup de livres, beaucoup de séries, beaucoup de vidéos parlent du sujet des psychopathes. Au moins 10 livres ont été écrits rien que sur une seule personne, sur Ridgway, le plus grand tueur en série des États-Unis. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une telle fascination? Abigail Marsh pense que c'est particulièrement ceux qui sont horribles comme Ridgway, qui sont à la fois terrifiants et très difficiles à repérer, qui suscitent notre attention. Même les psychopathes qui commettent des meurtres en série d'une cruauté inimaginable ont souvent l'air tout à fait normaux. Mais ce n'est pas une normalité qui est exprimée de manière excessive, c'est-à-dire que ça ne paraît pas louche. Ce sont vraiment de personnes tout à fait normales. Des personnes qui peuvent être votre voisin, votre huissier, votre caissier, ça peut être n'importe qui. Tony Savage, l'avocat de Ridgway, a souligné ce point dans un entretien qu'il a eu avec l'animateur de télévision Larry King en 2004. Je cite donc la conversation. Larry, a-t-il dit, comme je le dis toujours, vous pourriez vous asseoir et discuter avec ce type au bar et prendre une bière avec lui. Puis 20 minutes plus tard, si je me pointais en disant Salut, lui c'est le monde de Green River, vous diriez impossible. Si vous réfléchissez un instant, il ne peut en être autrement. Si les psychopathes avaient visiblement l'air effrayants et dérangés, ils ne pourraient commettre une longue série de crimes. Ils ne pourraient gagner la confiance de leurs victimes ou échapper longtemps aux soupçons. Tous les tueurs en série ne sont pas des psychopathes, mais c'est le cas de nombre d'entre eux. Et comme les psychopathes prennent l'apparence de gens réellement normaux, il n'est pas facile de les éviter, ce qui les rend d'autant plus effrayants. Abigail pense que la fascination qu'exerce la psychopathie reflète en partie le désir de tomber sur un détail qui va trahir d'une manière ou d'une autre le psychopathe. Cela peut être un indice non verbal comme un contact visuel particulier, ou un élément caractéristique durant l'enfance comme l'incontinence urinaire ou le désir répété de mettre le feu. Peut-être que les gens pensent que si on arrive à trouver des marques typiques de la psychopathie, il sera plus facile d'éviter les psychopathes et de les repérer pour les enfermer. C'est peut-être pour cela que le mythe du psychopathe maltraité dans l'enfance persiste tant. Cela paraît plausible, et c'est parfois vrai. Peut-être que ces détails caractéristiques pourraient être utilisés pour identifier les psychopathes naissants autour de nous. Lors de l'écriture de la thèse de Abigail Marsh, celle-ci effectua une série de 5 études dans lesquelles elle avait découvert que la sensibilité aux expressions faciales de crainte est un indice fiable prédisant la sollicitude empathique qui manifestera une personne en réponse à la détresse d'une autre. La première étude montrait que les participants les mieux capables de déceler les expressions de crainte offraient plus d'argent et de temps pour Kathy Banks, la personne, la femme, le personnage que jouait Abigail Marsh. Les autres études révélaient que les participants qui réussissaient le mieux à reconnaître la peur sur le visage des autres estimaient avec plus d'indulgence l'apparence physique d'inconnus s'ils pensaient que ces derniers allaient recevoir leur évaluation, et qu'ils exprimaient aussi un désir plus grand d'aider des inconnus en détresse décrit par de courtes anecdotes. Le neurologue James Blair a publié en 1995 une nouvelle hypothèse pour expliquer la psychopathie. Une caractéristique des psychopathes est le fait que leur fréquente agression proactive, c'est-à-dire de sang-froid, préméditée, qu'elles soient physiques, verbales ou sociales, sont commises dans un but bien précis. Les criminels capables de tuer des gens après les avoir dépouillés afin qu'on ne puisse les identifier par la suite ou de menacer de recourir à la violence pour extorquer de l'argent sont souvent des psychopathes. Blair a proposé que le mécanisme qui nous empêche normalement de nous engager dans ce type de comportement et qui fait défaut chez les psychopathes était un système qu'il a appelé le mécanisme d'inhibition de la violence, qui a été mis à jour et renommé plus tard le modèle du système des émotions intégrées. En 2005, un groupe de recherche du NIH a appelé Abigail Marsh pour dire qu'un enfant recruté dans leur programme de recherche pouvait les intéresser. Ce groupe pensait au départ qu'il devait avoir un simple trouble de l'humeur parce qu'il faisait souvent des crises de colère. Mais un trouble de l'humeur ne pouvait pas provoquer de telles crises chez ce fameux Dylan. D'abord, Dylan à l'époque avait 12 ans, âge où normalement les vrais excès de colère font partie du passé. Normalement, c'est dans les années qui précèdent l'école que ces crises sont les plus fréquentes, et si elles peuvent être embêtantes ou déstabilisantes à l'âge de 2 ans, elles s'avèrent rarement un problème sérieux. Maintenant, imaginez une telle crise chez un garçon de 1,60 m et de 54 kg qui peut se servir de n'importe quel objet de la maison comme une arme et qui reste dans cet état 1 heure ou deux. Il suffisait de peu de choses. Être énervé de ne pas avoir eu ce qu'il voulait ou puni en raison d'un petit écart de conduite pour qu'il fasse une crise de rage avec des cris, le visage tout rouge et des scènes pouvant aller jusqu'à des menaces de violence et de destruction, voire des passages à l'acte.
Durant les pires moments, il avait menacé ses parents de les battre, fait des dégâts dans les murs ou les portes à coups de poing ou de pied, et même répandu une fois ses excréments, sur les murs de la pièce où il avait été enfermé. Une autre fois, il avait menacé sa mère d'un couteau. Cette fois-là, et à d'autres reprises, sa mère avait dû amener ses plus jeunes sœurs passer la nuit chez un voisin, de peur que Dylan ne commette l'irréparable. Ce sont ces différents détails qui ont permis à Marsh et son équipe de dire que ce n'est pas seulement dû à un trouble de l'humeur, et que ça allait encore bien au-delà de cela. Parlons maintenant du cas de Heather, qui fut parmi l'un des sujets les plus difficiles à évaluer selon Marsh et son équipe. Selon son père, c'était une terreur, comme Dylan, et elle partait dans des violentes colères qui pouvaient parfois durer des heures et la laisser ensuite amorphe et épuisée. Elle pouvait aussi prendre l'initiative d'une agression assez subtile pour qu'elle puisse ensuite affirmer n'avoir rien fait de mal. Son père souffrait souvent de migraines et Heather se mettait à claquer les portes et allumer des lumières fortes chaque fois qu'il avait une crise, prenant visiblement plaisir à voir la douleur qu'il provoquait chez elle. Il lui arrivait également d'être violente à l'école, et une fois elle avait donné un coup avec un jouet à un camarade tellement fort qu'il eut plusieurs points de suture. Et comme beaucoup de sujets de leur étude, elle manipulait les gens, mentait, volait des affaires et niait l'avoir fait. Heather était incroyablement douée pour tromper son entourage. Parlons maintenant concrètement de ce qui se passe dans le cerveau du psychopathe. À l'aide d'un IRMF, Abigail et son équipe ont analysé l'activité de régions du cerveau d'adolescents psychopathiques qu'il aurait été difficile de déceler autrement, notamment celle de la partie inférieure du cortex préfrontal qui se situe juste au-dessus des yeux et une autre région appelée l'amygdale. L'amygdale, du latin amande, est une structure paire formée de graisse et de fibres d'un peu plus de 1 cm de diamètre enfouie sous les couches du cortex qui recouvrent les tempes. Elle est si petite et située si loin du cuir chevelu que ni le PET scan ni l'EEG ne peuvent mesurer correctement son activité. Sa taille réduite ne doit pas faire oublier son importance. En effet, celle-ci joue un rôle crucial dans la reconnaissance des expressions de peur sur les visages. Ils ont alors fini par réunir assez de données utilisables de leurs 12 enfants avec des traits psychopathiques qui étaient non hospitalisés, pas trop remuants, et pour les filles pas enceintes, ainsi que de 24 enfants comparables pris comme témoins, 12 en bonne santé et 12 n'ayant qu'un TDAH ou trouble de l'attention avec hyperactivité. Et après ces analyses et ces études statistiques, l'amygdale cérébrale semble être le nœud de nombreux comportements psychopathiques. Ce centre cérébral, qui permettrait d'identifier la peur et la détresse chez les victimes, serait déficient. Les enfants psychopathiques ne présentaient en moyenne aucune activation, zéro de l'amygdale droite quand ils regardaient le visage d'une personne ayant une peur intensive. La vue d'une autre personne en détresse n'imprimait rien dans cette partie de leur cerveau. C'était très différent de ce qu'ils ont pu observer chez les enfants sains ou avec TDAH qui présentent dans ce cas en moyenne une augmentation de l'activité de l'amygdale comme chez la plupart des adultes. Le résultat, qui a été reproduit plusieurs fois par différents laboratoires, les a aidés à comprendre pourquoi des enfants aux traits psychopathiques ont de telles difficultés à reconnaître la peur chez les autres personnes. Pourquoi la vue de la détresse que leur violence et leurs menaces causent aux autres a si peu d'effet pour inhiber leur cruauté. C'est parce que cette région du cerveau cruciale pour identifier et répondre précisément à ces expressions est défaillante. Il en résulte que ces enfants luttent littéralement pour comprendre ce qu'ils voient. Globalement, les enfants avec des traits de psychopathie ont rapporté qu'ils ne ressentaient que rarement et faiblement de la peur. Quand il leur était demandé par exemple combien de fois ils éprouvaient de la peur sur une échelle d'intensité allant de 1 à 7, la réponse moyenne des enfants sains était légèrement supérieure à 4. Deux de ces enfants, Michel et Amber, ont chacun entouré 1. Leur réponse correspondait à ce que l'équipe de Abigail avait entendu pendant les entretiens. Michel se blessait en permanence à vouloir faire des exploits physiques comme du vélo sur le toit de son école. La mère d'Amber se rappelait que lorsque sa fille était encore en maternelle, elle s'échappait parfois en courant et qu'on la retrouvait à jouer seule dans l'obscurité complète d'une cave sinistre de leur immeuble. Certains enfants de l'étude ont rapporté qu'ils ont ressenti de la peur quand, par exemple, ils se sont retrouvés coincés dans des montagnes russes ou qu'ils ont vu un arbre s'abattre et manquer de peu de écraser leur maison lors d'un ouragan. Mais lorsqu'on leur a demandé à quoi ressemblait leur peur, ils n'ont pas mentionné les changements physiques intenses ressentis par les enfants bien portants, comme par exemple le fait d'être tendu, de trembler ou d'avoir du mal à respirer. Deux enfants psychopathiques nous ont même déclaré qu'ils n'avaient jamais éprouvé de peur de leur vie. Déclaration que aucun enfant sain n'a dit. Gary Ridgway purge actuellement une peine de prison à vie pour 49 meurtres attestés. Il a affirmé en avoir commis des dizaines d'autres. Sa première tentative de meurtre a eu lieu en 1963, année où par une simple coïncidence de la vie, Milgram effectuait ses expériences sur l'obéissance. Gary avait environ 14 ans et se rendait à pied à son cours de danse de salon. En traversant un secteur boisé, il rencontrait un petit garçon de 6 ans. Sans vraiment réfléchir, il attira dans les fourrés et, avec un couteau qu'il portait toujours sur lui, le poignarda dans le thorax, lui perçant un rein. Il retira rapidement le couteau et regarda le sang jaillir de la blessure. Puis il repartit, le laissant mourir, ou presque. Lorsqu'il devint adulte, les choses prirent une tournure beaucoup plus sinistre.
un désir de sexe permanent apparut. Ces pulsions, combinées à son insensibilité et au plaisir de pouvoir tuer qu'il avait déjà, firent de Ridgway un sadique sexuel insatiable qui a violé et tué au moins 49 filles ou femmes. C'était pour la plupart des adolescentes en errance ou des prostituées autour de la ville de Sea-Tac dans les années 80. Même comparé à d'autres meurtriers, Ridgway était un individu particulièrement dépravé, une pure machine à tuer, comme il s'appelait lui-même. Si un individu ne comprend pas ce que signifie avoir peur, comment peut-on s'attendre à ce qu'il y ait de l'empathie avec cette émotion chez les autres? Il s'avère, comme les études successives le suggèrent, qu'il en est tout simplement incapable. Sans un fonctionnement normal de l'amygdale, des adolescents psychopathiques, et a priori aussi des adultes, ne reconnaissent pas la peur chez les autres pour ce qu'elle est, ne comprennent pas ce que peut ressentir une personne qui a peur, et par conséquent ne discernent pas ce qui pose un problème à faire ressentir cette émotion chez les autres. D'autres études Abigail ont montré que, contrairement à la plupart des gens, ceux qui ont des traits psychopathiques pensent qu'il n'y a pas de mal à faire peur aux autres par des menaces du style « je pourrais facilement te faire du mal » ou « tu devrais faire attention à toi ». Dans une étude qui a été menée grâce à l'IRM, ils ont montré que ce type d'affirmation déplacée correspond à une activité réduite de l'amygdale quand il est prononcé. Quand Amber menaçait ses parents de mettre le feu à leur maison ou de violence, quand Dylan tenait un couteau devant sa mère et menaçait de la couper, quand Brianna, une autre adolescente psychopathe, voulait tabasser ses camarades, ils le faisaient parce qu'ils avaient appris que la violence d'une menace pouvait servir à obtenir ce qu'ils voulaient, mais ils ne discernaient pas vraiment la souffrance émotionnelle que pouvaient engendrer ces menaces. Un trouble du fonctionnement de l'amygdale et des régions cérébrales associées les privait d'une forme essentielle d'empathie, celle de la simple capacité à comprendre l'expérience de la peur chez les autres. Ils pouvaient avoir des difficultés à qualifier de peur l'émotion qu'entraînait leur menace, et ils n'étaient certainement pas en mesure de décrire précisément à quoi cela ressemblait, ni de comprendre en quoi c'était un problème de la causer. Abigail Marsh nous dit qu'il y a un aspect de son axe de recherche qui était parfaitement exaltant. Il s'agit du fort contraste entre les adolescents jeunes adultes hautement psychopathiques et le reste de la population. Les psychopathes situés à une extrémité du continuum de l'attention à autrui doivent avoir leur équivalent de l'autre côté du spectre, chez une population d'individus dotés d'un pouvoir exceptionnel de compassion. Alors que les psychopathes ont une tendance inhabituelle à faire du mal aux autres pour en tirer un profit personnel, la population opposée aura la tendance aussi peu commune à risquer de se faire du mal à profit d'autres personnes. Ce sont des personnes que Abigail a nommées les altruistes extraordinaires. En plus de mesurer l'activité de l'amygdale de tels altruistes et d'autres régions du cerveau avec les scans, celle-ci a effectué des scans anatomiques pour s'informer sur la taille et la forme de toutes les structures de leur cerveau, amygdale compris. Son étudiant Paul Robinson a plongé dans les données pour produire une reproduction de la taille et de la forme de l'amygdale de tous leurs participants, même si pour être honnête, elle doutait un peu qu'elle y arrive à distinguer quelque chose. Pourtant, les résultats de l'étude ont clairement montré que là aussi, les altruistes s'opposaient aux psychopathes. Leur amygdale droite était plus grande que celle des témoins d'environ 8 cm. Cet effet s'est maintenu après avoir tenu compte d'un facteur inattendu, à savoir que le cerveau des altruistes était en général plus gros que celui des personnes témoins. Malgré ce que Harold Mintz, qui est une personne qualifiée comme altruiste extraordinaire, et beaucoup d'autres participants affirmaient, le cerveau des altruistes avait vraiment quelque chose de spécial. Ils étaient, semble-t-il, plus fortement affectés par le champ de force qui favorise la compassion, car la vie d'une personne souffrante les touchait plus que la moyenne. Ils étaient un peu plus dotés de 3 propriétés que la recherche de la psychopathie avait déjà identifiées comme essentielles pour la compassion, de ce matériel nerveux de base requis pour être sensible aux signes de détresse chez les autres et qui fait défaut aux personnes psychopathiques. Et ce petit plus supplémentaire, visible par cette sensibilité, cette activité et ce volume accru, pouvaient suffire à donner aux altruistes une compassion atteignant un niveau extraordinaire. C'est la fin de cette première partie sur la psychopathie. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à vous.